Bonsoir. Bienvenue dans cette séance du Conseil municipal du 24 juin. Daniel Pételet, notre secrétaire, merci. Merci aux conseils municipaux qui sont là. Merci aux amis de la presse et à l'assistance. Je vais procéder à l'appel et comme ça nous aurons aussi les propositions. Donc, le maire Maurice présent, Jackie Chauvin, présent. Janine Magret, Jean-Pierre Le Métayer, présent. Valérie Géano, présent. Maxime Picard, présent. Sylvain Texier, présent. Alain Louis, présent. Rachel Biard, présent. Brigitte Delaunay, présent. Estelle Lanoé, elle n'est pas encore en ligne. Patrick Ponce, présent. Patricia Stévan, présent. Anthony Depointe, présent. Corinne Chaumien, elle n'est pas non plus, pour l'instant absente. Il y a une procuration? Ouais. Ah, d'accord. Corinne Chaumien, donc absente procuration pour Sylvain Texier. David Blanchard est absent, il n'a pas fait de procuration. Nathalie Guillot. Oui. Alain Guénégo, absent, a donné procuration à Patrick Ponce. Pierre-Alexandre Pabeuf, présent. Marie-Christine Danilo, présent. Anthony Juel, présent. Patrick Dubois, présent. Roger Richard, absent, a donné procuration à Patrick Dubois. Frédéric Poillemange, présent. Lauriane Roy-Fleury, absente, a donné procuration à Nathalie Guillot. Monique Lebrec, présent. Vincent Thébault, présent. Isabelle Hénin, présent. Kevin Menant, présent. Ce qui nous fait à cette heure. Oui, 4 procurations. Exactement. Bonsoir. Avant de passer au bordereau qui concerne notre conseil municipal de ce soir, est-ce qu'il y a des questions orales de prévues? Monsieur Menant.
Oui, donc deux questions. Une première sur les travaux rue Alain-Grand, Joseph Lebris, sur le marquage plus précisément. Et une deuxième sur les conditions d'accès au cimetière actuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Posemange. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Une question par rapport au rapport sur l'état des collectivités et par rapport au rapport de social unique. Cette séance par évidemment le sujet habituel qui est l'approbation du procès-verbal de notre dernière séance du conseil municipal du 28 mai dernier. Est-ce que vous avez des remarques? Oui. Vous avez envoyé des propositions pour que le procès-verbal corresponde à la teneur des discussions qui a eu lieu lors du dernier conseil municipal. Vous les avez refusées, donc le rapport ne représente pas la teneur des discussions, donc c'est pour cette raison que nous allons voter contre. Okay. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ce procès-verbal est donc adopté. Donc le sujet suivant, il s'agit d'un bordereau qu'on va rapporter à deux avec Jackie, puisqu'il s'agit du sujet principal de la séance, on va dire, en termes de contenu. Dans le cadre de la GEMAPI, nous parlons depuis bien longtemps ici, et même avant nous, puisque ça a été l'objet de discussions dans les mandats précédents, de l'aménagement de ces lacs dans le cadre de la renaturation. Et donc, Jackie, si tu veux nous redonner un tout petit peu d'historique comme il est présenté dans le... Oui, un petit peu d'éléments de contexte, et si vous me le permettez, j'aimerais faire un petit rappel sur ce que signifie d'être classé liste 1 ou liste 2, parce que je pense que j'ai une interrogation ici, je ne suis pas sûr que j'ai beaucoup de temps de mettre à l'écran. Mais c'est pas grave, ce n'est pas grave, je vais le faire à l'oral. Donc nos ruisseaux sont classés en liste 1, en liste 2, conformément au code de l'environnement. Liste 1, ça signifie qu'on est plutôt sur une logique de préservation, ce qui signifie qu'il est interdit de construire tout nouvel obstacle à la continuité écologique, quel qu'en soit l'usage. Donc c'est pour ça que je dis que c'est une logique de préservation. Liste 2, là on est dans une logique de restauration, où là on a l'obligation de mettre en conformité les ouvrages dans un délai de 5 ans après la publication de la dite. Et donc sur notre bassin versant de Cervelois ou Toron, comme on l'appelle, on est inscrit en liste 1 et liste 2, c'est-à-dire qu'on ne peut plus construire quelconque ouvrage sur ce ruisseau, cette rivière, mais on a le devoir aussi d'enlever tout ce qui fait obstacle à l'écoulement sédimentaire et piscicole. Voilà, c'est ce que je voulais rappeler. Et puis vous rappelez aussi que le sujet, nous on le porte depuis notre arrivée, depuis 2020, que lors des conseils municipaux, comme c'est indiqué, donc de juin 2022, janvier 2023 et septembre 2023, ce volet a été abordé. Il y a eu des présentations aussi de Haut et Villèle, ce sont eux qui portent le volet GEMAPI, avec l'unité de gestion de Villèle-Aval. Qu'il y a eu une réunion, alors je lis mes notes parce que c'était en même temps, il y a eu une réunion publique suivie d'une visite du site, vous vous rappelez, le 25 février dernier,
qu'il y a eu aussi un atelier de travail donc, le 13 avril, c'est ça, avec l'unité de gestion de bilan naval et le cabinet AGPU qui a été retenu pour nous permettre de faire des orientations donc, sur les choix d'aménagement sur les zones 1, 2 et 3. Je vous rappelle, la zone 1, c'est l'étang actuel, la zone 2, c'est la partie zone humide un peu boisée qui est en amont, un peu plus en amont, la zone 3 qui est celle du camping-car. Entre-temps, 22 mars, il y a eu aussi un comité technique et qui a été suivi le 28 avril d'un comité de pilotage. Là, alors, c'est ça, j'ai tout dit. Et là, on en arrive aujourd'hui à préciser les modalités de concertation de la population à propos des aménagements qui vont être, qui peuvent être imaginés autour de ces 3 sites qui n'en font qu'un en fait. C'est un seul et même site, mais avec 3 zones différentes. Donc là, on va afficher le calendrier. Donc là, on va vous présenter, parce qu'aujourd'hui, les esquisses ne sont pas encore finalisées. Ce qui va être proposé à la population, à vous aussi, on aura ces éléments-là en septembre, je crois. Au prochain COPI, le prochain COPI qui a lieu le 12 juillet, de mémoire, il y aura une présentation avec 2 aspects. Il y a un aspect purement aquatique. Il y a un aspect purement aquatique, et là, le donneur d'ordre, c'est bien Eaux-et-Vilaine. Et donc, c'est le COPI auquel nous appartenons, comme le département, comme l'agence de l'eau, comme les PPA, les personnalités qui ont été identifiées comme étant nécessaires à ce projet-là. Donc, un représentant de la Fédération de pêche. Il y a été invité des associations locales qui voulaient travailler sur ce sujet-là. Et puis on a aussi, il me semble que il y a des représentants de Eaux-et-Vilaine, évidemment, des élus. Il y a des DTM, tu as raison, également, qui travaillent sur ce sujet-là. Et lors de ce COPI seront présentés la partie scénario s'agissant véritablement de la partie aquatique. Mais seront aussi présentés, et là pour le coup, au final, ce sera nous qui serons à la manœuvre là-dessus derrière, les scénarios concernant l'aménagement autour. Et c'est là-dessus qu'on consultera la population, c'est là-dessus qu'on a discuté depuis le début et sur lequel on s'est engagé. Et donc on aura ces premières esquisses en juillet, ce qui fait qu'on vous les présentera, c'est ce qu'on a indiqué ici, au conseil municipal du mois de septembre. S'en suivra une réunion publique de présentation des 3 scénarios. Il y aura ensuite une période de vote du 14 au 26 octobre et un dépouillement que l'on espère autour du 28-31 octobre aussi, pas quelques jours près, mais ça va être durant cette période-là, et une validation en novembre 2024 des aménagements en conseil municipal pour des travaux d'aménagement qui pourraient commencer, qui ne pourront pas commencer avant le 1er avril 2025 de toute manière. Pour mémoire, du 1er novembre au 31 mars, il est interdit de faire quelques travaux que ce soit au niveau des cours d'eau. Ça, c'est une réglementation nationale, j'imagine peut-être même européenne, au moins elle s'applique chez nous aussi. Je ne sais pas si je peux en dire davantage, si sur les modalités de vote peut-être. Donc ça ressemble à s'y méprendre au vote qui a été organisé pour trouver le lieu où nous pourrions imaginer un cimetière. Donc ce vote sera possible pour tous les quais-sur-mertois âgés de 18 ans minimum, qui pourra prendre part au vote. Les votes se feront également en ligne, par procuration, vote en mairie,
Et comme je vous l'ai dit, le dépouillement sera fait autour du 28-30 octobre, ici en mairie, avec des représentants, je pense que le nom mairie, avec des représentants des élus. Donc, comme je vous le disais, une information publique aura lieu le 3 octobre pour la présentation des différents scénarios. Il y aura également une page internet. Il y aura un dossier de consultation qui sera disponible ici en mairie. On imagine aussi de faire une exposition en mairie, à la médiathèque, et on n'écarte pas l'idée d'avoir un troisième lieu où on pourra présenter cette étude. Voilà ce que je peux dire. Il y aura aussi des éléments d'information dans le bulletin municipal de septembre qui comportera un dossier plus complet sur les modalités de consultation et ce qui pourra être présenté. Conférence de presse, bien évidemment, aussi. Je regarde après, ils sont informés. Voilà. J'ai la voix un peu éteinte. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de valider les modalités de vote. Au mois de septembre, vous aurez une idée des scénarios. Les scénarios qui seront proposés, en sachant que dans les scénarios, on a déjà un début d'orientation qui va concerner plutôt l'ambition qu'on veut avoir plutôt sur la partie aménagement autre que l'aménagement simple, qui sera du mobilier autour de l'étang, de la zone de l'étang, car tout le chemin qui sera maintenu. Ça, pour le coup, c'est un élément qui est clairement identifié. Mais c'est plus la partie aménagement autour réellement de ce qu'est l'aire de camping-car à l'heure actuelle, les aménagements pédagogiques également. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Juel, le micro devant vous. Alors juste sur les modalités, pourquoi s'arrêter au plus de 18 ans? C'est vrai qu'on a quand même beaucoup de jeunes qui sont sur ce secteur, même les lycées, les collèges. C'est vrai que 14-16 ans, ça peut être un petit lecteur, à moins que c'est pour avoir les cartes électorales pour le système, je pense, techniquement, mais c'est vrai que ça aurait peut-être fait via les collèges ou le lycée, ça aurait été intéressant de prendre en compte tous les jeunes qui passent un temps important sur ce site, quoi. Oui, alors on y a réfléchi effectivement, et les collégiens et lycéens, une majorité ne sont pas questembertois, donc ça supposait d'autres éléments, et effectivement la capacité à faire fonctionner le vote sur des listes que l'on n'a pas est vraiment particulière, alors que là effectivement on a des listes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, donc voilà, on a préféré rester sur ce format-là, qui est un format qu'on maîtrise, ça s'est très bien passé la première fois avec un taux de participation relativement important. Il y a d'autres interrogations, d'autres questionnements? Oui, Nathalie, on va t'en faire passer le micro. Moi, je m'interroge sur les différents scénarios qui seront proposés. J'essaye de me projeter. Qu'est-ce qui se passe si dans un scénario, il y a quelque chose qui m'intéresse, que dans l'autre scénario, il y a autre chose qui m'intéresse et que j'ai envie de combiner deux scénarios? Comment je choisis? Peut-être que vous y avez pensé plus précisément, vous avez déjà un peu orienté le type de scénario qui va être... Alors, on n'a pas orienté le type de scénario. En revanche, ce qui s'est passé lors de l'atelier de production, de l'atelier de participation avec la population, c'est qu'il y a des thématiques qui sont sorties. Il y a une thématique pure loisir, balade classique. Il y a une thématique qui était plus sur qu'est-ce que je peux faire de ce site-là, donc des thématiques sportives, une thématique plutôt type zone de démarrage de balade, parce que c'est la base de Saint-Éloi et les coquinettes passent dans ce coin-là, une zone autour d'autres pratiques comme le barbecue, enfin des zones familiales. Et en fait, les trois scénarios vont être plutôt une question de je prends ces thèmes-là et quelle ambition je leur donne à chaque fois pour se dire jusqu'où je vais, parce qu'on sait très bien, c'est comme quand on a inauguré l'Open Pack la semaine dernière, on peut aller très loin en fait dans l'ambition qu'on peut donner à un sujet, et donc on l'a plutôt orienté là-dessus en se disant sur chacune des thématiques
il y a de toute manière quelque chose qui est proposé, et c'est juste jusqu'où on va mettre le curseur, par l'équipement pour les jeunes enfants, c'est jusqu'où on pousse le curseur. C'est qu'il y a des équipements qui valent 10 000 euros, d'autres qui valent 50 000, d'autres qui valent 150 000. C'est à un moment donné, il faut que la population puisse nous dire finalement quelle est l'ambition financière, jusqu'où elle veut qu'on aille sur ce genre de choses, et sur la base réellement de choses. Après, comme on est sur un principe de classement, je rappelle qu'on est sur une pondération. Si on a deux scénarios qui se retrouvent à touche-touche, bah, on essaiera d'y trouver des éléments. Voilà. Mais il n'y a aucune thématique qui soit absente complètement en fait, des trois scénarios qui ne sont pas encore bouclés. On a déjà des éléments, mais la partie financière n'est pas bouclée, la partie, parce que les scénarios vont être proposés, vont être avec un pré-chiffrage aussi financier sur ce point-là. Sachant que, juste tant qu'on est sur le volet financier, je rappelle que sur la partie aménagement qui est vraiment liée à la gestion des milieux aquatiques, ce n'est pas la commune qui finance. C'est Eaux et Vilaine qui en a la compétence, et ils auront les subventions. Les discussions ont eu lieu lors du dernier profil. Le conseil départemental de l'agence de l'eau vont financer Eaux et Rivières, Eaux et Vilaine, à hauteur de 80%. Donc voilà. Et nous, on pourra aller chercher des financements, comme on va regarder tout à l'heure dans le conseil municipal, autour du fonds vert, autour d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, tout d'abord, en préambule, c'est fondamental de consulter nos concitoyens et les Questembertois pour l'avenir des différentes zones ou investissements qu'ils pourraient avoir sur Questembert. Donc nous sommes ravis que la population soit consultée sur ce sujet. Maintenant, sur le fond, ce qui est déjà une question de fond, de consulter la population. En plus de cela, sur les modalités de consultation. Alors, première chose, ce que nous proposons, c'est d'avoir une consultation par vote contre signature, ce qui permettrait d'avoir une élection tout à fait transparente et claire, d'appliquer le vote par jugement majoritaire, et enfin de donner aux oppositions la possibilité de faire des propositions pendant le vote, d'ouvrir les scénarios à des choix faits par les oppositions, projet contre projet. Et surtout, la question à poser, c'est l'avenir de l'étang, puisque ça, c'est la question que se posent tous les Questembertois, savoir quel sera le devenir de l'étang, on le garde, on le supprime. C'est fait partie des points clés au niveau du questionnaire à avoir. J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce débat-là, donc je ne vais pas faire 15 000 commentaires sur ce sujet-là. Sur les modalités de vote, on a déjà échangé dans le cadre du cimetière. Il nous a paru très clair de ne pas changer le mode de vote pour que les citoyens qui vont s'exprimer puissent s'exprimer strictement dans les mêmes conditions. Ça avait fonctionné la dernière fois, on avait eu le débat dans le cadre du groupe de travail sur le cimetière, jugement majoritaire, classement, ça avait été tranché par le groupe de travail qui avait travaillé sur ce point-là. Donc la volonté était de rester sur ce mode-là, à partir du moment où les gens avaient compris, rajouter une modification autour de ça. On considère que nous, ça va complexifier la compréhension de la population. Donc voilà, on reste là-dessus, et comme ça avait fonctionné et que les personnes avaient acquis la compréhension de ce sujet-là, l'objectif est de ne pas modifier ça. Quant aux propositions qui pouvaient être faites, on a ouvert des réunions de travail quand il s'est choisi de faire les mobilités douces. Vous étiez présents à ces réunions. Quand sur le cimetière, il y avait un groupe de travail, vous étiez présents. Sur CELAC, on a fait un atelier participatif dans lequel tous les citoyens, tous les conseillers municipaux étaient invités. Les propositions, il fallait les faire à ce moment-là. Donc, je ne peux pas dire autre chose que ça. À un moment donné, on ne peut pas sans arrêt rajouter des degrés de liberté supplémentaires à votre bon vouloir parce que la procédure et le fond ne vous sied pas. Vous étiez invité à cette réunion publique
qui a eu lieu, à cette réunion publique, puis à cet atelier de co-construction qui a eu lieu le 13 avril dernier. Il y avait une cinquantaine de personnes, je pense que c'était à peu près ça. Il me semble que votre femme était présente, donc voilà, vous pouvez aussi imaginer qu'elle a travaillé sur ce point-là, qu'elle a apporté des éléments, donc voilà, à un moment donné. S'agissant du sujet qui est la suppression des temps, je vais juste conclure par ce point, c'est ce qui est écrit dans la note, c'est ce que Jackie nous a rappelé, c'est ce que l'agence de l'eau a présenté avec la DDTM, avec le conseil départemental, avec OEVILEN, lors du premier COPIL pour lequel l'association de sauvegarde qui s'est positionnée sur le CELAC, la SEC, était présente. La situation est claire. Je sais bien que la population, ça lui ferait plaisir de garder les temps. Nos obligations en termes d'amélioration sur la qualité de nos masses d'eau et sur le devenir de ces eaux vives et de la biodiversité nous amènent à ça. Il y a eu un article, je ne vais pas redire ce que j'ai dit dans la totalité, mais je vais juste prendre cet exemple-là. Lors de cette réunion publique qui a eu lieu le 24 février, la semaine précédente, dans la presse, il y avait un article sur un étang du côté de Locminier. Il y a quelques semaines, il y a eu un article dans Ouest France qui présentait la suppression de 20 étangs dans le Morbihan, parce qu'ils sont tous sur le même cas que le nôtre, c'est-à-dire un étang sur l'Île-Rivière qui fait discontinuité et qui fait dysfonctionner cette masse d'eau. Ce sujet-là a été abordé. Les techniciens qui travaillent sur ces sujets-là ont validé ce point sur la base d'éléments scientifiques, d'éléments réglementaires, et donc le vote ne peut pas avoir lieu là-dessus. Ça veut dire qu'on nie l'objectif scientifique et environnemental sur cette masse d'eau. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Juste par rapport aux points qui ont été évoqués, effectivement, j'ai participé à la réunion ouverte à l'ensemble de la population en février. C'est la proposition que j'avais faite, justement, pendant cette réunion, de faire projet contre projet. Je n'ai pas eu de retour, et vous avez bien précisé que c'était pour la suppression. Le prochain groupe, c'était sur l'aménagement autour, c'était pas sur la suppression. Donc c'était qu'une partialité, sur un élément partiel du projet. Il faut avoir le projet global. Ensuite, j'ai discuté avec des ingénieurs hydrologues, différents spécialistes également. Il y a des exemples qui existent où il y a des rivières qui sont traversées par des cours d'eau, et il y a eu des aménagements tout à fait pertinents qui ont été faits, tout en assurant la continuité écologique, parce que ça c'est fondamental. Nous sommes favorables, et c'est intransigeant, on est intransigeant là-dessus, d'avoir la continuité écologique de la rivière. En revanche, conserver les temps, c'est possible, d'autres l'ont fait. Voilà, donc ça permet d'avoir une discussion. Donc, du coup, ça veut dire que les 20 communes qui travaillent actuellement avec les différents syndicats de bassin versant et l'agence de l'eau pour répondre à la directive européenne sont tous en tort. Eh bien, écoutez, je leur transmettrai votre conclusion. Alors c'est toujours intéressant de modifier les propos. C'est pas du tout ce que je dis. Je ne connais pas la situation des 20 autres étangs. Je parle de l'étang de Célac. Ben oui, mais il s'avère qu'ils sont dans la même situation hydrologique. Voilà, c'est strictement la même chose. L'agence de l'eau, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Ben, alors, pour le coup, on a été visiter l'étang du Val-Vert à Noyal-Pontivy. On discute de ce sujet aussi avec la commune de Pipriac, là on est dans le 35. Moi, j'ai échangé avec les communes qui sont concernées, parce que je rencontre dans le cadre de l'AMF les autres élus. Le maire de Locminier, le nom m'échappe, mais je le croise régulièrement au conseil d'administration du SDIS, et on échange sur ce sujet-là. Donc, l'étang de Célac est dans la situation de tous ces étangs-là, comme une grande partie des étangs qui sont en Bretagne, qui sont des masses d'eau qui ont été créées sur l'île-rivière et qui font dysfonctionner les masses d'eau. On a déjà évoqué ce sujet-là moult fois. Voilà, on va clore la discussion là-dessus. J'ai bien compris que ce n'était pas votre point de départ, mais quand on a une obligation qui nous est faite en tant qu'élus de la République responsable, on se doit d'y travailler. Et on ne peut pas mettre
sans arrêt en doute la parole des techniciens, des scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là. Sinon, ça veut dire que ça s'appelle, si on met en doute ce que les scientifiques nous disent sur le climat, sur l'environnement, ça s'appelle du climato-scepticisme, par exemple. Et bien là, en l'occurrence, sur ce sujet-là, la situation, elle était déjà présentée par les services et par tous les hydrologues qui travaillent sur ce sujet-là, déjà au milieu des années 2010, pendant la précédente mandature. Donc, vous pouvez essayer de réécrire l'histoire, mais ça ne va pas aller dans ce sens. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est une question? Oui, c'est une question, oui. Vous traitez du roi, c'est une menace? Non, non. Ah bah, alors je me laisse. Merci, c'est gentil. Je ne suis pas là pour être gentil. Je suis pas là pour être gentil. Bon, je sais pas, moi je trouve que c'est toujours mieux d'avoir une ambiance conviviale dans un conseil municipal, ça permet d'échanger positivement et de trouver des solutions. Cordial. En plus, si vous êtes prêt pour être gentil, bon, c'est pas grave. Toujours est-il, la décision de supprimer le plan CELAC a été prise au conseil municipal à quelle date, s'il vous plaît? Alors, la compétence gestion des eaux, du milieu aquatique et de la protection contre les inondations est une compétence déléguée à un syndicat, à l'origine à l'EPCI, puis à des syndicats de bassin versant. C'est donc ces syndicats de bassin versant qui sont gestionnaires des rivières. Il y a eu une enquête, il y a eu une longue étude, il y a eu une enquête publique sur le Saint-Éloi, sur lequel tout le monde a pu se prononcer. C'était 2022 pour les études et 2023 pour l'enquête publique. Et Eaux-et-Vilaine, l'établissement public de bassin versant, anciennement PTB-Vilaine, maintenant Eaux-et-Vilaine, a l'autorisation de supprimer tout dans le cadre de sa compétence. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, sans autres questions, je vous propose de passer au vote sur ces modalités qui vous ont été présentées, entre le calendrier qui démarrera le 16 septembre lors du conseil municipal et qui se terminera pour la partie dépouillement et validation en novembre lors d'un conseil municipal, ainsi que sur les modalités techniques de vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons 6 abstentions. Merci. Le sujet suivant, on passe aux affaires financières avec la présentation de demandes de subventions dans le cadre de projets au global que nous avons sur de l'aménagement en centre-ville. Donc, petit rappel, il s'agit de demandes de subventions autour du fonds vert tout d'abord. Alors, j'ai remis, et vous l'avez dans la note de synthèse, les montants qui ont été récupérés dans le cadre du fonds vert en 2023. Excusez-moi, j'ai quelque chose qui s'est à l'écran. Donc 8 142 € dans le cadre de classes de stationnement renaturées en centre-ville et 82 140 € dans le cadre de la renaturation de la cour de l'école élémentaire. Aujourd'hui, c'est 2 autres dossiers qui sont présentés à vous, qui sont tous 2 issus du travail et des fiches actions Petite Ville de demain. Le premier, il s'agit du square du Mauve de Kergal, avec l'aménagement du square dans l'objectif d'améliorer la gestion des eaux pluviales en les imperméabilisant, mais aussi en améliorant son usage avec le renforcement d'un espace vert convivial au milieu. Une première partie des travaux ont déjà eu lieu et une autre partie fait l'objet de cette demande. Je ne sais pas si Alain, tu veux donner quelques éléments supplémentaires par rapport à ce qui est à l'écran. C'est Jean-Pierre, pardon, autant pour moi. J'ai eu 4 heures de séance de session départementale cet après-midi.
Je suis en mode endurance, mais là, je peux me tromper. Donc, il a été décidé avec tout le groupe de refermer l'accès aux voitures et de permettre de faire un nouveau petit parc. Avec, donc, il y a eu aussi, pour éviter que les gens avec leurs chiens viennent utiliser toute l'herbe, de faire un canicrotte dans le coin. La partie goudronnée qui était entre les deux aires enherbées a été décroutée pour mettre comment on appelle ça, un cheminement stabilisé, voilà, ouais. Donc ce qui permet d'avoir pour tout ce qui est l'eau, que l'eau n'aille pas directement dans les caniveaux et comme ce qu'on a eu comme pluie cette semaine. Et donc là, la suite va concerner effectivement les places de stationnement qui sont derrière, qui sont plus réservées aux résidents de la maison du Mot-de-Calais, de l'ancienne mairie. Voilà, l'objet c'est de désimperméabiliser les zones de parking qui effectivement augmentent cette imperméabilisation qui est un vrai sujet. Là on a vu, on était probablement du côté de Vannes sur des pluies, ce qu'on dit les météorologues au-delà du centenal, puisqu'ils ont eu 80 mm pendant 2 heures, ce qui est vraiment énorme, mais je pense que sur le territoire, on n'était pas loin des 50-60, à peu près sur la même période. Ouais. Donc du coup, on a vu du côté de Molac, alors là c'était en zone rurale, les dégâts que ça a fait sur un champ qui n'avait pas suffisamment de végétation, et puis on sait qu'il y a des endroits dans la commune où ça peut être un petit peu sévère, donc ça participe modestement à tout ça, en tout cas tout ce qu'on fait un peu partout. Participe de cela. Donc le plan de financement, il est vous l'avez sous les yeux, on parle d'un budget de 125 000 € avec l'objectif d'aller chercher 31 000 € sur le fonds vert. Et puis voilà. Ensuite, l'autre sujet, il s'agit de la liaison entre la maison Le Borgne et le cinéma Iris. Donc on est sur la fiche 5.3 de la fiche action PED. Janine, donc la création d'un parvis végétalisé, d'un jardin à vivre avec un espace détente et encore une fois gérer les eaux pluviales dans cette zone-là. Du coup, Janine, si tu veux nous apporter quelques commentaires sur le plan qui est... Le plan qui est à l'écran, on a déjà eu l'occasion de vous le présenter dans le cadre du projet Petite Ville de demain. C'est un projet qui part du parking de l'Iris qui aujourd'hui est très, très minéral, avec le projet de réaliser une terrasse peut-être revisitée, puisqu'on ne connaît pas aujourd'hui le projet final de l'extension éventuelle du cinéma. Donc l'idée, c'est d'implanter une terrasse et un auvent qu'on pourrait réutiliser sur un autre site, en rendant perméables les espaces, en supprimant tout ce qui est bitumé aujourd'hui en aire de stationnement, il y a 5 ou 6 places, et de recréer quelque chose de beaucoup plus vert. Alors, on se rappelle qu'au même titre que le square, les dossiers fonds verts, cette année, il y a un regard très attentif sur la gestion des eaux pluviales. D'où notre demande sur ces 2 dossiers qui est axé sur l'écoulement des eaux pluviales, le traitement éventuellement des eaux toitures. Et sur ce projet, on a donc le cheminement qui est créé entre les 2 bâtiments du Logis Breton et du Clos Quistène, avec un mur qui aujourd'hui ceinture la propriété Le Borgne, qui va être cassé pour pouvoir créer l'accès et le cheminement piéton qui rejoindra la place du Limet, et le traitement d'un espace qu'on appelle le jardin Le Borgne, mais qui n'a l'aspect jardin. Aujourd'hui, c'est plus un ancien site de dépôt, puisque ce site abritait une entreprise, alors je n'ose pas dire de matériaux, enfin, ciment, sable, engrais, enfin. Donc il y a des dalles béton, des dalles cassées, enfin des gravats. Donc aujourd'hui, ça n'a pas trop l'aspect d'un jardin. Et l'objectif, c'est d'y créer un jardin, en créant également une petite scène qui pourrait accueillir, par exemple, la fête de la musique, pas cette année, parce que ça va être un petit peu juste pour la réalisation, mais pour les années prochaines. Donc une scénette en fond de jardin, le traitement de la périphérie avec des plantations,
pour redonner un aspect plus agréable à cet espace, tant pour les habitants qui pourront venir s'y poser, que pour les riverains qui habitent l'immeuble, parce qu'aujourd'hui, quand ils ouvrent leurs fenêtres, ils donnent face à un grand mur béton qui n'est pas très agréable. Et les travaux permettraient aussi, par la création d'une noue sur la partie ouest, le long des bâtiments, à gauche, là sur le plan, de recréer, de récupérer les eaux de pluie sur des petits parties qui jouxtent la propriété et les traiter sur le terrain, d'où la demande de fonds verts sur cette désimperméabilisation, c'est-à-dire déblais, récupération des gravats, enlèvement, traitement notamment de la noue de récupération des eaux de pluie. Si vous avez des questions. Voilà, juste qu'on peut ajouter, c'est que le traitement de tout ce passage-là est de la même couleur en termes d'enrobé, avec la volonté affichée, qui a été vue avec les habitants de cette zone-là, de couper définitivement la circulation de manière à ce que ceux qui habitent au nord arrivent et repartent par le nord, ceux qui habitent au sud arrivent et repartent par le sud, pour que cet axe-là finalement soit pour les riverains et puis pour les jeunes gens, les jeunes collégiens, parce que je rappelle que le collège est juste là au nord, que les jeunes collégiens puissent emprunter cette voie-là en toute tranquillité, que ce soit à pied ou en vélo. Il y a juste un petit complément sur ce que tu viens de dire sur les places de stationnement qui existent sur la copropriété. Tout vient d'être fait, tout est neuf. Probablement que si on avait réfléchi de façon plus globale, les accès auraient été un petit peu modifiés, mais comme tout est fait avec une entrée et une sortie, on ne va pas tout refaire, puisque toute la cour... Donc le circuit sera comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et ils ressortent par... Et elles sortent par le haut. C'est ça. Ouais. Ok. Et donc là, j'ai mis juste une des esquisses qui a été proposée quand on est face au cinéma, entre la maison paroissiale qui est là et du coup le cinéma. Il faut rajouter que la rue Chirmoignol, en fin de compte, c'est la V3 qui vient, la continuité de la V3. Qui arrive depuis le vieux presbytère. Les riverains étaient plutôt favorables quand on les a reçus pour leur présenter le projet. Le fait de déplacer cette circulation à double sens, c'est plutôt sécurisant pour eux. Donc, ce que je peux juste ajouter quand même en complément de ça, c'est que dans le cadre de PVD, on avait signé une convention avec la gendarmerie, puisque toutes les gendarmeries, toutes les villes PVD qui le souhaitaient pouvaient signer une convention PVD, ce qui fait qu'on a travaillé cet espace-là, cet aménagement-là au global, avec la gendarmerie, avec la police municipale, pour intégrer d'ores et déjà la notion de comment on peut imaginer la sécurité publique sur cet espace-là. Et dans le cadre du projet qu'on a mis au PPI avec une somme de 60 000 € pour la rénovation de tout notre système de vidéoprotection, cette zone-là est prévue avec des caméras qui seront à positionner dans cette partie. Et en complément, alors on va le voir sur les autres demandes de subventions, mais comme on est sur le plan du projet, il y a aussi un travail étroit avec Morguillon Énergie sur l'éclairage. L'idée, c'est que ce ne soit pas un espace coupe-gorge avec effectivement la sécurisation par des caméras, mais également un éclairage plus ou moins feutré, de sorte que ça ne gêne pas les riverains, qu'il n'y ait pas un éclairage direct sur les logements, mais que néanmoins les gens puissent circuler. Donc, ce qui est prévu, en principe, c'est un éclairage qui se déclenchera avec le passage des piétons. Donc, ce qui est présenté là, c'est le tableau de tout ce qui est éligible au fonds vert, le plan de financement complet du projet. Au moins une fois. Il y a des mauvaises ondes. On va voir si ça tient. Ça fonctionne bien, tout d'un coup ça s'arrête. Donc ça c'est le plan de financement, je disais, s'agissant uniquement de la partie éligible au fonds vert. Avec l'objectif d'aller chercher 18 220 € sur cette partie-là. Donc la totalité des deux projets, donc l'objectif c'est de valider.
On va voir si ça s'améliore. Donc de valider les deux projets ci-dessus, tels que dans la manière dont on vous a présenté, solliciter le fonds vert pour chacun d'entre eux, tous les montants affichés à l'écran, 31 325 et 18 220, et de me permettre d'exécuter toutes les mesures nécessaires pour récupérer ces éléments. Est-ce que vous avez des questions? Allons-y. J'ai coupé tout, donc vous allez le faire à un capella. Je voulais savoir si vous avez comptabilisé un petit peu le nombre de voitures qui stationnaient dans le parc. Dans le parc, le MOF de Kergan. Ah. Ce qui supprimait ce numéro s'il était sous les arbres. C'est ça. En fait, en réalité, on a supprimé que des places qui n'existaient pas. Oui, oui, je suis d'accord, mais c'est un transfert ailleurs. Donc, il y en avait trois, il y avait 3-4 voitures qui étaient là. C'était à peu près ça et qui étaient sur l'herbe, sur les racines. Donc, voilà. On a essayé d'imaginer une autre manière de faire et en fait c'était la plus logique pour nous. En fin de compte, les places naturelles, on les a pas. Non, on a supprimé aucune place. Non, mais admettons que si c'était 15 voitures qui stationnaient là. Non, c'était 3-4 grand maximum. D'accord. Donc on quand même bien abîmé les racines. Moi je suis content qu'on remette de la nature dans le passant, qu'on fasse d'une pierre plusieurs coups. Parce qu'à cette occasion aussi on reconstruit les zones de rencontre. Et ça c'est super quand même dans un hypercentre qui va se densifier. On sait que la loi va nous y obliger de densifier, de prévoir déjà ces zones de rencontre, ces zones de verdure, où les gens qui habiteront demain dans les R+1 et R+2 peuvent aller prendre l'air dans des zones agréables. Ça c'est plutôt bien pour l'avenir aussi. Il y a d'autres remarques, questions? Au niveau de la délibération, il est marqué de donner tout pouvoir à M. le maire pour prendre toutes les mesures nécessaires au recouvrement de cette taxe. C'est une coquille, bien évidemment. Au niveau des demandes de subvention de 2023, vous pouvez nous rappeler la date à laquelle la demande a été faite pour la demande de subvention pour le parcours allant de la mairie au centre-ville? En réalité, les modalités sur lesquelles on doit demander le fonds vert n'étaient pas celles-là précédemment. En fait, ça a été changé en 2024. Et jusqu'à présent, c'était une demande qui se faisait au fil de l'eau de manière informelle, pas complètement, puisque c'était fait sur un site qui s'appelle Démarche Simplifiée. .gouv.fr, ça comme ça, et sur lequel on devait déposer des dossiers, mais là est demandé maintenant une délibération de l'organe qui gère la collectivité qui le demande. Et donc du coup, le coût pour cette action en termes d'autofinancement, c'est à combien? Je ne vais pas là, on pourra remonter sur les éléments. Ces montants-là, sur la cour de l'école, on a dû les présenter à un moment donné parce qu'on était sur les marchés. Et sur les places de stationnement en centre-ville, tout n'a pas été réalisé. Donc on aura l'outil quand on aura signé tous les devis et que les actions sont faites. Vous les partagerez au conseil municipal? Oui, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dernier point. Alors, nous sommes favorables au projet pour la liaison entre la maison Lebon et l'Iris Cinéma. En revanche, pour le score de meuf de Kergan, nous vous avions envoyé un courrier il y a plusieurs semaines de cela pour vous faire remonter des commentaires que nous avions reçus de plusieurs riverains, notamment sur l'installation des barrières.
qui est vraiment une gêne importante pour beaucoup de riverains, puisque ça les empêche de venir lorsque notamment il y a le marché, mais pas que, lorsqu'il y a des événements, et qui ne peuvent plus accéder à leur maison. Et je vous laisse imaginer pour les gens qui sont en mobilité réduite. C'est vraiment quelque chose de très gênant. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut, à mon avis, revoir dans le projet pour permettre l'accès aux voitures les jours de marché ou lorsque l'autoroute était fermée. Allez-y, terminez. Ensuite, nous voyons que ce point a un coût quand même assez significatif de 125 000 €, plus de quasiment 93 000 € pour la collectivité en autofinancement. Donc c'est pour défaire ce qui a été déjà fait. Je comprends l'objectif. L'objectif est serein, on le supporte. En revanche, il faut regarder l'aspect systémique des choses en termes de développement durable. Et on s'aperçoit qu'il y a des contradictions entre l'approche qui est proposée, d'investir quasiment 100 000 € sur ce projet. À côté de ça, il y a un projet de suppression d'une zone naturelle. Il y a le projet de bétonner un parc, un espace vert en centre-ville. Il y a un projet de suppression d'un îlot de fraîcheur central au niveau de Questembert. Donc là, il y a des approches contradictoires. On supprime des choses qui sont acquises et qui sont fortes pour protéger la population et notamment l'atténuation du changement climatique. Donc on demande de la cohérence sur la politique, notamment pour avoir quelque chose de conséquent, puisque faire ce que vous proposez sur le Move Cargal, c'est très bien, mais là ça s'apparente plus à du greenwashing par rapport à l'ensemble que vous avez modifié en termes de biodiversité et d'atténuation du changement climatique. Là, on parlait de scientifiques. Effectivement, il y a des scientifiques qui vont dans ce sens et qui alertent depuis de longues années sur l'importance de la balance positif et négatif. Autrement, on pourrait dire être climato-sceptique par rapport à ce qui a été dit précédemment, voire écocide par rapport aux conséquences qu'il y a. On sait qu'un îlot de fraîcheur peut diminuer les températures d'une commune de plusieurs degrés. Et franchir cette température peut aussi avoir des conséquences sur la vie des personnes. Voilà. Donc par rapport à ça, nous proposons de scinder en deux les délibérations, une sur la liaison entre le cinéma et la place, et en revanche avoir un autre vote sur le soir. Sur le fait de dissocier les votes, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème à faire ça, c'est partie des demandes qui sont tout à fait légitimes. Sur la partie score le mot, est-ce que vous voulez répondre moi j'ai deux questions. Et puis, on a rencontré les gens autour du mot de Cargal avec Alain, qui ont fait venir le rassureur parce que soi-disant c'était un super problème et compagnie. Et en fin de compte, on a été 5 minutes et la solution a été trouvée. Et l'assureur a dit, mais en fin de compte, ce n'est pas un problème. Ils peuvent utiliser pas le passage. On leur a expliqué comment utiliser le passage. Et ils savent maintenant qu'ils peuvent passer, même le lundi matin, s'ils ont vraiment un problème pour passer, pour venir sur leur propriété, ils ont moyen de passer. Donc, je ne vois pas le problème où il est. C'est une chose, pour ne pas le citer, l'assureur c'était Groupama, donc ils ont le même problème, Groupama. Quand il y a les jours de marché, ils ne peuvent pas rentrer ni sortir, ils s'organisent parce que le temps du marché, effectivement, le parking des bâtiments Groupama est bloqué, comme sera bloqué effectivement cette place-là, et comme est bloqué tous les habitations de l'univers centre-ville pour les jours de marché. Donc tout le monde est là devant sa vie. Donc ça, c'était sur cette partie-là, effectivement, c'est le principe, quand on essaie de déconnecter à petites touches la trop forte présence de l'automobile dans les hypercentres, ça peut créer des petites variations dans l'usage qui est fait de la ville. C'est le cas quand on baisse une vitesse, c'est le cas quand on va passer des places qui étaient
non, on va en passer en PMR parce qu'on est obligation. Ben voilà. C'est effectivement quand petit à petit on modifie, il y a quelques petits changements de comportement qu'il va y avoir, mais on est à la marche. Oui, Janine, tu veux rajouter? Non, le micro, je vais rebrancher là tranquillement. Sur le square, juste un complément. Ce square, il va retrouver sa vocation d'origine, un square, pendant plusieurs années. Pourquoi on est arrivé aussi à cette situation? On sait que le nombre de logements se densifie dans l'hypercentre. Et autant il y a quelques années, il y avait des contraintes en termes de création de places de parking, de garage, le plus de cas, le plus PLU. Et là où on pouvait avoir un logement dans un bâtiment, on peut en avoir 3, voire 4 aujourd'hui, avec un besoin en stationnement, sans qu'il y ait eu de création de parking supplémentaires. Et quand vous dites qu'on supprime les silos de fraîcheur, là c'était complètement le cas, puisqu'en plus, le stationnement illicite réalisé sur cet espace portait atteinte au système racinaire des arbres qui à un moment malheureusement on pouvait couper. Et puis s'agissant de la notion de cohérence, c'est toute la difficulté que toutes les communes urbaines mènent actuellement, c'est comment mener de front l'apport de services publics à la population, l'amélioration du fonctionnement de la ville, sans perdre tous les usages historiques, puisque la voiture reste et restera un objet encore important sur nos territoires ruraux, qu'on le veuille ou non. Et donc il faut qu'on arrive à allier ça à la nécessaire transition qui nous est faite devant nous. L'objet de créer des nouveaux services, c'est celui d'une commune qui augmente, d'une collectivité qui augmente. Quand on accueille des nouveaux habitants, on est tenu d'adapter nos systèmes d'assainissement. Quand on accueille des nouvelles familles, on est tenu d'adapter notre système éducatif et les bâtiments qui vont en face. S'agissant des services de Questemberg-Communauté qui vont s'installer, effectivement, on crée de nouveaux équipements qui seront beaucoup plus sobres que par le passé. Et puis, il y a d'autres endroits où on revient à des situations antérieures, où on améliore le fonctionnement antérieur. Et la particularité, c'est qu'on est sur une trajectoire. On parlait d'artificialisation nette, de consommation foncière. La région Bretagne, c'est l'endroit en France où on a le plus avancé sur cette réflexion-là, et où toutes les collectivités sont autour de la table pour avancer sur ce sujet-là, et avec la volonté de trouver le meilleur équilibre entre la vie des citoyens qui sont dans la cité, la nécessaire modification de nos comportements et l'amélioration aussi des conditions de vie. Et on peut dire que le manque de services publics à certains endroits se fait cruellement sentir lors du vote dans les urnes. Donc la solution qui consiste à prendre des décisions toujours de manière aussi brusque que vous le préconisez, puisque je rappelle que vous avez voté contre les demandes d'extension à l'urbanisme des communes de Cadin et de Béric lorsqu'on a eu des dossiers à Questemberg-Communauté. Ça veut dire que vous bloquez des communes plus petites, ça veut dire que vous créez des disparités entre les zones rurales et les zones urbaines. Et notre posture, notre disposition d'esprit ici, dans cette majorité, c'est d'essayer d'avancer sereinement, calmement, mais de faire avancer tout le monde. Et donc là, en l'occurrence, la notion de service public et la notion d'amélioration de nos conditions de vie, elles sont au cœur de toutes nos décisions. Voilà, vous avez le droit de penser ce que vous pensez, mais imaginez que nous ne sommes pas cohérents, ça rendrait le sujet assez simple en termes de dialectique, mais vous nous avez habitués à ça assez régulièrement. Donc on va passer au vote de manière dissociée. Il y a un point à préciser.
par rapport aux personnes que je pourrais rencontrer. Effectivement, je les ai rencontrées également, mais pas que, j'ai rencontré d'autres personnes. Et ils ont essayé de faire la solution qui a été proposée. Il s'avère que c'est pas, ils n'y arrivent pas. Les barrières se bloquent. Donc là, plusieurs fois sous la pluie, la personne n'a pas réussi à trouver une solution. Il a essayé d'y accéder. Donc c'est pour ça que je propose d'avoir une réflexion pour trouver une solution. Il y a un comité d'aménagement, on pourrait en discuter pour voir comment on pourrait mettre les barrières de façon où les libérer l'espace pendant les jours de marché, mais pas voilà. Le conseil municipal n'est pas un atelier de travail et une réunion avec des citoyens pour résoudre des problèmes. Ça, on le fait régulièrement, que ce soit les élus en charge du sujet, que ce soit moi-même quand je suis sollicité. On y travaille, il peut y avoir des appréciations qui sont différentes avec la population. Alain et Jean-Pierre ont déjà été sur place. La personne, si elle est dans cette situation-là, elle connaît le chemin de la commune. Elle nous a déjà sollicité plusieurs fois. Donc je vous invite à lui dire de venir nous voir rapidement et on va pouvoir en discuter. Je rappelle que cette instance est un objectif de discussion de l'intérêt général et pas du sujet individuel. C'est un intérêt général, vous m'avez coupé, c'est ce que j'étais en train de dire. J'ai vu d'autres personnes, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit rencontrer les mêmes difficultés chez eux, notamment les personnes à mobilité réduite. Pour pouvoir enlever aussi, quand on n'a pas de force, c'est difficile. Et même certaines personnes penchent à déménager parce que les enfants aussi, des familles avec des enfants en bas âge, et ben, ils ne peuvent pas aussi accéder avec leurs enfants. Donc voilà, il y a des choses. À cet endroit-là, on passe en poussette. Hein, donc, non, mais en voiture, ils ne peuvent pas. Donc, voilà. Ah, mais non, mais en voiture, c'est l'objectif de faire les voitures. Non, mais il y a d'autres personnes dans la ville, le jour du marché, qui sont obligées d'anticiper la place de leur voiture parce que quand ils veulent partir à l'école, le marché est déjà en place, puisque la mise en place du marché commence à 7 h. Donc, du coup, l'hypercentre, les gens qui ont des familles qui habitent au-dessus de la cave du Fromagerie, par exemple, elles sont bien obligées de se déplacer d'une autre manière. Et donc, elles ont des enfants, elles ont des poussettes, elles s'organisent différemment. Donc, c'est déjà le cas pour tous les gens qui sont dans le périmètre du marché à l'heure actuelle. Donc, que ça ait changé leur mode de vie, c'est évident. Mais c'est déjà le cas pour, je ne sais pas combien d'habitants dans la zone qui est sous le régime du marché, c'est-à-dire la circulation est fermée dès 6h30 du matin, je pense que les arrêtés ça doit être ça, et ça rouvre au quart 15h. Bon ben voilà, dans cette période-là, les gens qui habitent rue de dans toutes les rues autour de l'hypercentre, et ils sont exactement dans ce sens-là. Les commerçants qui, eux, n'habitent pas sur le secteur, quand ils viennent le lundi, ils sont obligés de se garer plus loin et venir à pied jusqu'à leur commerce. Ça a toujours été comme ça. Donc là, effectivement, il y a quelques maisons qui ont été concernées par ce changement de destination du square du Mouffe, mais qui étaient fermées historiquement il y a très longtemps. Donc du coup, c'est un sujet, on le savait, et c'est pour ça qu'on en a discuté avec eux, et on ne va pas modifier ce sujet-là. S'il y a des choses à modifier d'un point de vue technique, au regard de ce qui a été dit, les services et les adjoints iront voir, mais on va s'arrêter là sur ce sujet. Donc, je vous propose de passer au vote de manière. Non, je m'avais interpellé sur un point. C'est insupportable. Quand je dis on passe au vote. Alors, on s'est parlé de vote, alors. On est bien d'accord. Bien sûr, je l'ai dit. Donc, alors, à un moment donné, là. Non, mais parce que j'allais expliquer aussi le choix que vous m'avez prétendu. Enfin, justement, effectivement, j'ai voté contre les projets d'aménagement sur le site de Cannes. Effectivement, pour atteindre des objectifs, les accords de Paris, quand même, c'est quelque chose de fondamental dans la réflexion environnementale. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a un tribunal qui nous a donné raison jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est vraiment avoir des masses en tête. Oui, alors ça pourrait être intéressant que chacun fasse ici son bilan carbone, et puis on regardera les choses. C'était mon propos. Monsieur Poilemont, je vous ai effectivement. C'est difficile de rester cordial avec vous parce que, en fait, vous n'écoutez pas les choses. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, on va pouvoir passer au vote. Tout d'abord, sur la demande de fonds vert concernant le projet du square du Mouffe de Kergal pour un montant de 31 325 €. Qui est contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? Cette délibération est donc adoptée avec 26 voix. 26, pardon, je dirais.
Et donc le même vote sur le projet numéro 2 sur la liaison Le Borgne pour un montant de 18 220 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette délibération est adoptée. Merci. Le sujet suivant, il s'agit toujours de la liaison Le Borgne. Cette fois-ci, on va pouvoir y adosser. Je vous rappelle que le fonds de concours ADS est un fonds de concours qui a été mis en place lors de la mise en commun de la compétence planification urbaine, qui fait que Questenberg Communauté nous rembourse le montant des factures que GMVA nous envoie s'agissant de l'instruction de tous les dossiers d'urbanisme, que pour 2023, le montant était de 42 900 € pour la commune de Questenberg, et que l'objet, c'est de définir un investissement sur lequel on peut récupérer ce montant, et donc de la même manière, il a été décidé de le proposer sur la liaison Le Borgne qui vous a été déjà présentée juste avant. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Non, pas de questions, donc je vous propose de mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc la dernière partie de demande de subvention, il s'agit de la partie voirie et la PST, notamment sur le programme de solidarité territoriale du département s'agissant de mobilité douce. Et donc le budget dans sa totalité est présenté à l'écran. Vous y voyez les 42 900 du fonds de concours dont on vient de parler. Il y a la partie fonds vert dont on a également voté, puis la partie départementale. Alors il y avait une coquille dans la note de synthèse qui a été modifiée. Vous avez normalement une page qui a été remise sur table pour repréciser, parce qu'il y avait donc une coquille sur le montant fonds vert qui était la somme des deux et non pas le montant uniquement de ce projet-là. Et donc on a corrigé la totalité du tableau. Est-ce que vous avez des questions? Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre au vote sur ce sujet du programme de solidarité territoriale du département du Morbihan. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je voulais juste faire une petite remarque parce que nous étions à l'Assemblée Générale Brudel il y a quelques semaines qui se déroulait à Lausac. Brudel, c'est un réseau de communes rurales qui échangent sur ces problématiques globales d'aménagement sur leur commune. Et il y a eu une vraie interrogation. Les personnes de l'État, l'ADEME, la DDTM, l'ADREAL étaient présents à cette Assemblée Générale et on a eu beaucoup de discussions sur quelle commune avait pu avoir le fonds vert. Il s'avère que je veux profiter de ce moment-là pour vraiment féliciter à la fois les élus, mais aussi les agents qui remplissent les dossiers sur ces demandes de subvention, parce que c'est un véritable travail administratif qui est non neutre. Sur les 75 communes qui étaient présentes, je pense qu'une quarantaine avait déposé des dossiers fonds verts, et en 2023, on était à peine. Je crois qu'il y avait moins de 5 communes qui avaient eu le fonds vert. Donc, alors, nos dossiers étaient probablement mieux orientés, mais ça veut dire qu'on les avait travaillés en amont. Donc, c'était pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui concourent à ce que ça se fasse. Parce que tout ça, c'est de l'argent qu'il faut aller chercher, parce que quand ils ne sont pas consommés en fin d'année, soit ils disparaissent au regard de la rigueur qui nous attend, soit ils sont reversés vers des communes qui, elles, ont des moyens en ingénierie qui sont souvent plus forts que les nôtres. Donc voilà. Le sujet suivant, un sujet, alors on va faire, il nous reste quelques dossiers, si on va aller jusqu'à celui-là, c'est une information sur proposition du service du cheval territorial, un élément a été qui a été soumis aux élus. Donc Alain, si tu veux redonner un micro, si tu veux nous décrire le sujet. Oui, effectivement, c'était proposé par les services. Donc c'est les filles qui s'occupent des choix territoriaux, donc qui ont rédigé donc la demande.
et on l'a présenté au conseil municipal, ça a été validé, donc de faire une calèche touristique pour les touristes, mais aussi pour les habitants de la commune. Et donc on en a parlé avec l'Office du tourisme, donc ça a été validé par l'Office du tourisme, ça pourrait être géré par l'Office du tourisme, donc ce serait sur réservation pour éviter donc des temps perdus et puis les gens qui s'engagent aillent jusqu'au bout. Donc on a proposé un tarif donc, de 8 € pour les adultes et 5 € pour les enfants. Donc les réservations et l'encaissement sera géré par l'Office du tourisme et donc ce sera régularisé par le ministre en fin de saison. Donc voilà, ça fait partie du complément des éléments, puisque on sait que pendant la période estivale, il y a aussi le matin du marché, la navette qui part des buts et qui amène les personnes jusqu'à l'orée du marché. Tu peux rajouter quelque chose, Jérémy? Juste pour compléter, vous interrogez sur le fait de rendre payant cette calèche alors que pour le marché elle est gratuite. La question a été posée de maintenir ces balades en calèche gratuite. Mais l'idée, c'est quand même de remplir la calèche au maximum, qu'elle ne tourne pas vide toute la journée, puisque le rythme, c'est 2 fois par mois, je crois, hein, je confirme. Le fait de rendre payant, c'est pas tant le tarif qui est appliqué, ni les recettes qui seront perçues. Et si les gens s'inscrivent, au moins une fois qu'ils ont payé, ils ne vont pas se désister et s'y participer. Oui, et puis à un moment donné, pour le coup, les touristes sur le territoire concourent à la richesse du territoire via la taxe de séjour, mais qui est perçue par question de la communauté uniquement. Donc là, il y a aussi, de manière modeste, les impacts que les touristes ont sur le territoire, et il nous semblait légitime de pouvoir positionner ça, et ces tarifs ont été regardés avec d'autres choses qui se font ailleurs, bien évidemment. Donc c'était une information parce que c'est bien le conseil d'administration de Rochefort-en-Terre Tourisme qui, lui, devra voter ces tarifs-là, puisque c'est lui qui aura la régie qui ira en face. Est-ce que vous avez des questions? Oui, des remarques? Moi, plutôt une remarque. Moi, je suis très, très content de ce test aussi, parce qu'on a la visite aussi bientôt du comité de labellisation Ville et Villages Fleuris. Je sais que le cheval territorial, ça nous ramène des points dans cette labellisation. Donc avoir en plus cette initiative, là, je pense que ça peut encore marquer quelques points supplémentaires. Et c'est tant mieux. Et puis là aussi, c'est un investissement dans l'attractivité de la commune. On sait que le cheval territorial, ça fait parler. Il y a déjà eu des équipes de tournage qui sont venues sur ce sujet. Et j'ai bon espoir que justement ça ramène encore un peu de zoom sur notre commune. Tu as raison. Juste pour donner j'étais au conseil d'administration de l'AMF il y a 10 jours. Et on a eu une présentation de Patrick Lévy, qui est le directeur de l'agence départementale du tourisme. Les raisons pour lesquelles les touristes viennent s'installer en Bretagne sont à peu près les mêmes que les raisons pour lesquelles les nouveaux arrivants s'installent en Bretagne, et probablement assez proches de celles que les Bretons ont dans leur manière d'apprécier le cadre de vie dans lequel il est, à savoir tout d'abord les paysages, la ruralité, puis en deuxième, évidemment, pour les touristes, il y a la mer, et enfin, le patrimoine. Et donc ça concourt typiquement. Et je dois dire qu'en complément de la labellisation des villages fleuris, on a eu une discussion en bureau, et on va peut-être vous soumettre d'ici la fin de l'année un travail que je fais de manière conjointe avec l'Office de tourisme sur le retour de la labellisation Station Verte, qui était quelque chose qui existait précédemment. Et tu as en tête le nombre de communes qui travaillent justement sur le label Village Fleuri dans la communauté de communes? Je crois qu'il y en a plusieurs, c'est ça? Il y a 9 sur 13. On a fait une petite conférence de presse il y a quelques jours sur le sujet. J'avoue que je n'ai pas eu le temps de lire la presse depuis cette réunion, donc ça ne va pas tarder. Voilà, pour montrer un peu l'intérêt du territoire sur cette labellisation. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Oui, Patricia. C'est un circuit prédéfini ou les gens choisiront leur... C'est un circuit bien défini. Ça va dans l'office du tourisme, pas la Cour-Belmont. Donc, Dieu-Presbytère, il va y avoir ça. Il y a un circuit L'objectif
l'objectif, c'est de passer dans des endroits patrimoniaux et des rues qui sont peu fréquentées par les voitures, évidemment. Oui, monsieur Menant. Non, c'était ça les questions, très bien. Madame Danilo, oui. Question très pratique. Qu'est-ce qu'il y a une surcote d'assurance? Alors, on est déjà à faire du transport, que ce soit pour les enfants à un certain moment, que ce soit sur la résidence autonomie. Donc, on est déjà dans le mode prévu pour. Donc, c'est pas un enjeu. Donc, c'était une information. Il y a un vote? Non, je crois pas. Si. Ah oui, c'est valider le projet. Ok, et puis autoriser, autant pour moi. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? À l'unanimité, merci. Du coup, avant de passer à la délégation consentie pour la commande publique, le temps que je récupère quelques fibres pour parler, je vous propose de faire une coupure dans le conseil municipal et demander s'il y a des questions dans le public. Alors nous avons deux questions, monsieur Seigneur, si je me trompe. Exact. Donc je vous propose de prendre un des micros qui est à côté de vous. Bon, j'ai la voix qui porte assez longtemps. Et en plus, c'est clairement ça fait interférence. J'ai trois questions qui sont d'ordre de circulation. Donc je pense que personne ne me connaît. Je suis conducteur d'autocar, donc des véhicules qui font 2,55 m de large sans les rétroviseurs, 3 mètres avec les rétroviseurs. Et les difficultés qu'on rencontre sur Questembert, la première c'est la rue des Écotés. Quand on se croise avec deux autocars, la rue fait 5,40 m de large, sauf que deux autocars collés l'un contre l'autre, sans que les rétros se touchent, fait 6 mètres de large. Donc, comment faire passer 6 mètres dans 5,40 m? C'est comme un boulanger qui vous demande de régler 6 €, vous n'allez pas lui donner que 5,40 €. La deuxième question que j'ai, c'est sur la sécurité des élèves au niveau des bus. On s'est rendu compte avec plusieurs de mes collègues que la présence de la police municipale était sur un mois complet une seule fois. Que des jeunes en scooter, en motocross, s'amusaient à passer à côté des autocars quand tous les collégiens, lycéens sortaient et rejoignaient donc soit le parking ou les autocars. Par manque de se faire écraser, on leur disait de ne pas traverser, d'attendre le départ complet de tous les cars, sauf que c'est pas à nous de leur dire ne traversez pas, ne faites pas ça. La circulation, il y a des panneaux où c'est écrit réservé aux autocars, mais il y a des scooters qui passent, qui font des roues avant, qui conduisent sans casque, qui frôlent les personnes. Je pense pas que les parents aient envie qu'on les appelle en leur disant vos enfants se sont fait renverser par un scooter parce qu'ils montaient dans son autocar. Et la troisième question, c'est au niveau de la gare SNCF, on a un arrêt réservé aux autocars où là malheureusement quand on s'y rend pour descendre du public, que ce soit des adultes ou des enfants ou des groupes scolaires, on est obligé de s'arrêter au milieu de la route parce qu'il y a des personnes qui prennent des places d'autocar pour des stationnements alors que ce n'est pas prévu pour les voitures. Et encore une fois, ça impacte la sécurité des personnes qui descendent des autocars parce que ils ne sont pas descendus sur l'arrêt prédéfini qui les met en sécurité. Et que comptez-vous faire pour régler ces différents problèmes-là? Je prends la question de M. Christin. Oui. Dans la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, dans le préambule, il est indiqué, la masse d'eau, je parle de l'étanchélac, la masse d'eau est classée en zone d'action prioritaire pour l'anguille et l'ouvrage est inscrit au référentiel d'obstacles à l'écoulement. Vous constatez en amont du pont cadre après les camps que les anguilles ne pouvaient pas monter puisqu'il y a un dénivelé qui est beaucoup trop important. Et je voulais savoir quelles dispositions vous alliez prendre pour permettre aux anguilles, qui de toute façon n'existent plus, pour les raisons que vous évoquez, pour permettre aux anguilles de remonter tranquillement dans les Tanxélac ou de ce qu'il en restera. Or, si on n'a plus d'anguilles, ce n'est pas à cause de Tanxélac, c'est parce que des masses de pêcheurs dans nos eaux territoriales pêchent des tonnes de civelles qui sont les bébés anguilles, et c'est la raison principale pour laquelle on n'a pas d'anguilles. Ce n'est pas les Tanxélac qui empêchent les anguilles de remonter, c'est parce que personne ne proteste, personne ne dit rien quand on pêche miraculeuse faite par un certain nombre
de pêcheurs professionnels à propos de la civette. Voilà, c'était la question principale, c'est qu'est-ce qui va se passer à cet endroit précis pour que les anguilles puissent remonter dans ce qui restera de l'Étang-Sinac ou de la rivière, bien entendu. Merci. Alors, je vais répondre à M. Seigneur sur... alors, vous êtes chauffeur de car, c'est très bien. Un noble métier comme tant d'autres. Nous, on travaille avec Bresgo, qui lui-même délègue ça à des entreprises qui peuvent être Océno, qui peuvent être Mori. Et donc, c'est avec eux qu'on travaille sur ces sujets-là, que ce soit aux écoutets ou que ce soit au but. S'agissant de la présence de la PM, police municipale, elle fait son travail du mieux qu'elle le peut. Elle est, alors vous avez pris le dernier mois probablement, mais si on fait le nombre de fois qu'il passe dans l'établissement scolaire, quel qu'il soit, c'est bien plus que ça. Ça va être sur le même sujet que la gare SNCF. C'est-à-dire que je vois bien la tentation de dire, en fait, dès qu'il y a un problème de gens qui ne respectent pas les règles, il faut mettre un gendarme. Alors là, vous avez cité 2 endroits, je peux vous en citer 5 autres, 10 autres. Ça veut dire qu'il faut qu'on recrute 15 policiers municipaux pour faire respecter ça. La première règle, c'est que c'est aux citoyens de respecter la loi. Et que de temps en temps, la police municipale, la gendarmerie, elle doit aller sur certaines zones pour faire respecter ces éléments-là. Mais la police municipale, elle n'a pas que ça à gérer. Elle a beaucoup d'autres choses à gérer, notamment les arrêtés des permissions, les arrêtés de voirie, c'est elle qui les pilote au final. La notion de chalis, on en a parlé ici de nombreuses fois. Donc en réalité, le premier sujet, c'est que les citoyens respectent ces règles. Et après, vous disiez, c'est pas à nous de faire respecter les règles. En fait, dans notre société, tout à chacun a le droit de faire remarquer aux autres, quand il est dans la rue, qu'il ne respecte pas les règles. Ça, c'est la vie quotidienne. Et puis, à un moment donné, s'agissant de personnes qui sont en scooter, parce qu'on prend cela, mais il y a aussi les gens qui remontent en voiture, qui sont des citoyens tout ce qui est plus normaux. On en a même qui, à cet endroit-là, comme ils sont extrêmement pressés de venir au collège et de déposer leurs enfants, ils utilisent la petite placette qui est dans la Sodelle comme un rond-point, mettant en danger tous les autres. Donc les scooters sont dangereux, probablement. Beaucoup de citoyens en voiture, tout court, ne respectent pas les règles. Donc c'est un vrai sujet. Moi j'en appelle à la responsabilité de chacun, mais je ne vais pas embaucher 15 policiers municipaux pour faire respecter tous les endroits, parce que je peux vous donner par exemple la place du cinéma, où des jeunes traînent régulièrement. Et on se dit, il faudrait de la police municipale pour pouvoir surveiller ça. Sauf que du coup, il faut aussi imaginer de faire la nuit, parce que du coup, les gens ne s'arrêtent pas en plein milieu de la journée, alors que les policiers municipaux, ils ont des horaires. Si on devait avoir 15 policiers municipaux et les mettre en 3-8, il faudrait qu'on en ait 45. Donc en fait, le besoin de sécurité que vous évoquez, il existe. On essaye de le traiter du mieux qu'on peut. On va d'ailleurs augmenter le nombre de caméras de vidéoprotection, mais encore une fois, qui ne règlent pas les problèmes en amont. Ils permettent de résoudre les problèmes quand ils ont eu lieu. S'agissant, là vous prenez cet exemple-là, mais l'élément principal qui remonte quand on est dans les rues de quartier, c'est la vitesse des voitures dans les zones dans les rues. Donc on y travaille, c'est des zones 20, zones 30, mais grande majorité des gens qui circulent dans les rues sont les habitants de Clestembert. Donc en fait, l'objectif, c'est que tout le monde prenne conscience de ça. Et donc, on rappelle souvent ces éléments-là. J'irai demander officiellement, et comme ça on l'aura lors du prochain comité municipal, le temps que passe la police municipale devant les établissements scolaires. Et puis comme ça, on aura des éléments concrets. S'agissant de la gare SNCF, c'est la même chose. Il y a des lignes jaunes qui précisent que vous n'avez pas le droit de stationner devant le parvis. Donc je mets quelqu'un en planton, le temps qu'arrivent les trains, pour s'assurer que les gens ne le font pas. Ça n'a pas de sens. Ce fonctionnement n'a pas de sens. Donc chacun est responsable. Et à un moment donné, si vous vous êtes gêné par rapport à ça, faites remonter à votre patron, qui lui-même va faire remonter à la région.
Et à un moment donné, on pourra solliciter peut-être la gendarmerie de manière à ce que, voilà, puis on va verbaliser un petit peu. Mais c'est vraiment, les gens doivent faire un peu plus attention. On avait une discussion sur les zones bleues. On va renforcer, mais la police municipale ne peut pas être en permanence derrière chacun des citoyens de Questembert. Ce n'est pas possible. J'ai ma collègue qui vous a contacté maintes et maintes fois à la mairie. La collègue ma collègue, parce que je l'ai remplacée pendant un mois, donc j'ai eu affaire à ce qu'elle avait à faire. Pendant un mois, tous les vendredis, entre 15h30 et 15h45, l'heure à laquelle on dépose la MFR de Questembert à la gare SNCF, donc c'est pas toute la semaine, hein, c'est que le vendredi. Oui. Tous les vendredis, dans ce laps de temps-là, il y a toute une lignée de voitures sur l'arrêt. Elle a appelé la mairie plusieurs fois qui lui ont dit on ne peut pas vous envoyer la police municipale parce que ils sont actuellement en train de remplir des papiers, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas venir, ils ne peuvent pas venir. À chaque fois, ça a toujours été de ils ne peuvent pas venir. Parce que, alors, vous supposez qu'ils ne font rien pendant ça? Non, ils sont sur d'autres sujets. Je ne dis pas qu'ils font rien. Je ne dis pas qu'ils font rien. C'est sûr que entre interpeller des jeunes à scooter sans casque qui tournent autour des cars et prendre les cars au cinémomètre, donc au radar, à l'approche du collège, là on se demande vraiment. Alors, parce que vous pensez qu'ils ciblaient les cars? Ah bah. Là où ils étaient placés, il n'y a que les cars. Hein. Il n'y a que les cars qui circulent. Peut-être parce que moi je suis au conseil d'administration, peut-être qu'il y a eu des remontées au niveau de Bresgo pour dire que les cars roulaient aussi trop vite à certains endroits et que ça mettait en danger. Parce que bon, moi je suis au conseil d'administration du collège, donc ça peut discuter de ce genre de choses. Donc chacun doit respecter les règles en fait. Donc tous doivent respecter les règles. Nous on peut, parce que la région, eux, ils n'ont pas accès forcément. Nos entreprises à nous y ont accès parce que dans les autocars on est munis de ce qu'on appelle des chronotachygraphes. Oui, bien sûr, mais la région. Ils nous sortent un ticket, vous savez, les grands tickets avec des graphiques de vitesse. On va arrêter la discussion. Le collège, c'est 20 km/h. On est à 20 km/h quand on rentre dans le collège avec un autocar. Et votre employeur, il en pense quoi? Comment? Il en pense quoi, votre employeur, de votre démarche? Mon employeur, il ne le sait pas. D'accord. Vous ne croyez pas qu'il faudra passer par votre employeur? Bah, il ne le sait pas. Il ne sait pas que je suis là ce soir. Je lui ai dit, j'en ai parlé vaguement. Il m'a dit à voir les réponses qui seront apportées. Parce que on a une réunion, on a plusieurs réunions par an avec la région Bretagne qui travaille sur ce sujet-là. Donc, et on ne travaille pas avec les chauffeurs. En l'occurrence, si vous êtes chauffeur depuis longtemps sur ça, la police municipale, vous pouvez y avoir accès puisqu'elle fait des missions de prévention en chaque début d'année en montant dans les cars à l'arrivée du collège Saint-Jean et à l'arrivée du collège Jean-Loup Chrétien en accord avec les établissements scolaires, pour rappeler aussi que le comportement doit être bon dans les cars. Donc la police municipale, vous pouvez y avoir accès. Ils sont régulièrement sur place. Voilà. Et puis le jour où ils ont fait du contrôle, peut-être que du coup vous pouviez aussi aller les voir à ce moment-là. Je vais répondre à M. Christin, ça va être très rapide. Vous étiez invité en tant qu'association de sauvegarde de l'étang de Célèbes, puisque c'est comme ça que vous vous nommez, donc président de cette association, vous êtes invité à participer au comité de pilotage en présence de Haut-et-Vilaine, en présence de l'agence de l'eau, du conseil départemental, de la fédération de pêche et de tous les acteurs qui sont autour de la table. Vous êtes resté 20 minutes, vous avez dit que ça ne vous intéressait pas parce que vous ne pouviez pas parler d'autre chose que que la suppression de l'étang est quelque chose qui n'était pas à l'ordre du jour, et donc vous êtes sorti et vous ne voulez plus faire partie de ces zones de travail où on peut poser ces questions-là. La question précise que vous venez de poser sur les anguilles, c'est typiquement l'endroit où ça doit se passer. Vous refusez d'y être, eh bien c'est à cet endroit-là que vous auriez eu la réponse. Je vais donc reprendre la séance du conseil municipal avec les éléments de la délégation consentie sur la commande publique des éléments qui ont eu lieu depuis le dernier conseil municipal. Le premier sujet, il s'agit de la mission de coordination s'agissant des travaux d'aménagement de la rue du Maguero, dont les travaux démarreront. Il y a déjà des choses qui ont démarré au mois d'octobre. Et donc c'est l'entreprise Socotec qui a obtenu le marché pour un montant de 2765 €. Ouais, SPS, c'est ça. Le sujet suivant, il s'agit de l'opération dont on a voté la dernière fois les modalités pour
la destruction d'un élément de nid de frelons sur la commune, donc avec une estimation, hein, on n'est pas sur le montant on verra, ça dépendra du nombre d'interventions qu'ils auront à faire. Et donc c'était bien l'entreprise Farago Finistère qui a obtenu le marché pour un montant. Voilà. Le sujet suivant s'agit du remplacement du tatami de la salle de dojo, donc dans le cadre du PPI, du PPI Sport, a été évoqué le remplacement de ce tatami, qui a été fatigué par de longues périodes d'humidité avant qu'on fasse le toit. Et donc une seule offre nous a été faite, le logo n'apparaît pas, c'est la société AS Équipement Sportif qui a remporté le marché. Donc le logo n'apparaît toujours pas s'agissant de la partie rénovation du sol des coursives de la salle Roger Carré, donc on est bien sous les gradins de la grande salle de sport. Et là, deux offres sont arrivées et c'est l'entreprise JG Peinture pour un montant de 7 576 € qui a obtenu le marché. Ensuite, la mise en place de buts de basketball déportés. On est dans la salle Carré, Galerne, pardon, pour lequel des poteaux déportés avaient été mis sur une des faces, mais pas sur l'autre. Et les poteaux sont quasiment au milieu de terrains de sport, ou en tout cas très très proche de certains terrains de pratique. Et donc le montant affiché pour la seule offre que nous avons, c'est Sport France, pour un montant de 10 823,40 €. Et puis ensuite nous avons la reprise de 9 concessions dans le cimetière, et là nous avons une seule offre avec Funélis, pour un montant de 3 839,17 €. Et enfin, le renouvellement du bail entre Questembert Commune et Questembert Communauté, s'agissant du trésor public qui se situe boulevard Saint-Pierre et qui, pour l'instant, va nous emmener jusqu'au 31 décembre 2024 en fonction de la date de démarrage réel des travaux s'agissant du foyer de jeunes travailleurs. Peut-être que nous le conduirons, si nécessaire, jusqu'à temps que ça soit utile. À moins que vous ayez des questions sur ces... Oui, monsieur Menon. Avec la reprise des 9 concessions, est-ce qu'on a une idée du nombre de places libres dans le cimetière actuellement? Et y a-t-il un prévisionnel pour les concessions qui pourraient être reprises à l'avenir? Alors le travail est fait de manière quasi quotidienne par le service état civil funéraire de la commune. Pour tout vous dire, on est tellement en avance dans le territoire que je sais que les agents forment les communes autour à l'utilisation du logiciel que l'on a, parce qu'il est utilisé depuis suffisamment longtemps. On n'a pas une grande marge de manœuvre, hein, c'est pour ça que le projet du cimetière, on l'a enclenché, et que du coup on a le chronomètre qui tourne. Je n'ai pas les chiffres exacts là maintenant, parce que c'est quelque chose qui varie en permanence, évidemment. Mais on sait qu'on ciblait une limite globalement fin 2025, début 2026, grosso modo, mais c'est très variable, hein, ça dépend de plein de choses que l'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc les déclarations d'intention d'aliéner, vous les avez en annexe. Il y a des questions, des remarques qui ont pu venir à votre... Non. Pas de questions, pas de remarques. Ok, donc on voit qu'il y en a un peu plus, alors qu'on était sur une période de 1 mois. Il y a quelques lotissements qui avancent. En termes d'information, Questembert Communauté, ça c'est des sujets qui seront abordés dans les prochains conseils communautaires. Il y aura une présentation du projet, de l'avancement du projet culturel intercommunal, qui est en cours de rédaction. Nous validerons le jury de l'appel à projet récolte. Je vous rappelle que l'avais présenté une réponse collective à la transition environnementale. On sait qu'on a quasiment une dizaine de projets qui ont été déposés. Et le jury, je rappelle, se compose de 4 adultes, 4 enfants, et de 2 enfants, pardon, et de 4 élus. Voilà, et donc ça sera l'objet de nommer ces gens-là. On a suffisamment de candidatures pour faire partie du jury, donc tout va bien. Nous aurons aussi à débattre et à valider la modification du PLU de Questembert, comme
d'autres activités qu'il y aura autour de l'urbanisme. On va dire que pour faire simple, la modification du PLU de Questenberg qu'on a souhaité engager, je parle bien de modification du PLU, l'objet c'est majoritairement de préserver des choses qui avaient été incluses dans le PLU, typiquement des linéaires commerciaux, quelques emplacements réservés qui ont été mis et qui ont disparu. Donc voilà. Et puis de travailler aussi sur la surface constructible pour essayer de limiter l'avancement de la consommation foncière. Là où le recul au document de 2006 amendé 3 fois par des révisions et modifications nous amène à une trop grande capacité à construire eu égard à ce qui nous est autorisé dans le cadre du SRATEC. Seront présentés également les 2 rapports d'activité de Questenberg Communauté et des services déchets. Et puis on abordera la fin du service des vélos assistance électrique en microservice de manière définitive, puisque pour ceux qui l'auraient vu, effectivement les vélos ont disparu, les stations également. Une solution a été trouvée à l'amiable avec l'entreprise, mais le détail sera présenté au conseil communautaire. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces éléments-là, sachant que ça sera abordé lors du prochain? Il s'avère que d'habitude je parle de choses qui se sont passées, mais on est toujours dans la temporalité inverse depuis le début de l'année, et que je préfère parler de choses qui arrivent plutôt que de choses qui ont été lues il y a 1 mois ou 2. Donc le calendrier que vous avez à l'écran, donc prochain comité aménagement mercredi, la fête de la musique qui est maintenue sous les Halles vendredi soir, les élections premier et second tour, vous êtes bien au courant, le conseil communautaire qui aura lieu lundi 1er, le conseil d'administration du lycée, nous aurons un séminaire finance au niveau du bureau municipal, le CA du CIAS qui aura lieu le 4 juillet. On a la fête de la chapelle espagnole qui s'est glissée là, elle a pris l'agenda tel qu'il était. On ne peut pas nommer tous les événements individuels qui arrivent sur la commune, il y en a beaucoup, donc celui-là, il était dans l'agenda dans lequel il l'a pris. C'est très bien de se rendre sur la fête de l'Esmogal. Il y avait ce week-end la fête de la chapelle Saint-Jean, avec certains d'entre vous étaient présents. Le jeudi 11 juillet, il y aura une réunion publique qui a été décalée en raison des élections. Une réunion publique qui fait suite aux nombreux ateliers qu'il y a eu concernant le plan de circulation et le stationnement du centre-ville, des réunions qui ont eu lieu, des ateliers qui ont eu lieu ici en présence d'un grand nombre de personnes, notamment les commerçants. Et on arrive au bout de l'exercice de présentation là-dessus. C'est très riche et beaucoup de choses intéressantes qui vont pouvoir être mises en place dans les années qui arrivent. Et puis comme le prochain conseil municipal sera en septembre, on a remis quand même le samedi 7 septembre le forum des associations et l'accueil des nouveaux Questenbertois, donc vous pouvez déjà noter dans vos tablettes. Et il y aura de nouveau un comité aménagement avant le 11 septembre, et il y aura aussi une commission finance et d'autres dates peut-être sur des commissions, comité UNES. Nous aurons la première réunion restauration jeudi dans son nouveau format. Voilà, la fête de la musique, vous avez peut-être déjà vu le programme, mais les différentes scènes qui sont présentes dans l'espace public, et y compris celles qui sont dans les bars. Le travail se déroule toujours bien avec nos amis, et les élections législatives, j'en ai déjà parlé. On va pouvoir arriver aux questions orales. Monsieur Menant, vous aviez une question s'agissant des travaux sur la rue Le Grand-Logis et le marquage au sol. Oui, donc je constate, je pense que le marquage est terminé, mais je m'aperçois qu'il n'y a pas de passage piéton. Donc est-ce que c'est un choix ou un oubli? Non, la raison est qu'ils ne sont pas terminés. Voilà. Donc la réponse est toute trouvée. Ensuite, vous vous posez des questions sur les conditions d'accès au cimetière. Oui, donc là, je précisais, donc il y a des panneaux d'horaire à chaque entrée du cimetière. Je constate qu'a priori, le cimetière reste ouvert de la nuit. Est-ce qu'il y a une mesure qui va être prise pour les familles afin d'éviter les tirs de mortier qu'il y a pu avoir au mois de mai au lieu du cimetière? Alors, il y a eu une opération effectivement qui a eu lieu. Après,
le travail de fermeture des cimetières est un sujet très complexe dans les communes. On est en train de regarder comment on peut modifier ça, mais vu la taille d'un cimetière, on a réfléchi au fait d'automatiser et électrifier ça avec une horloge, par exemple. Quelqu'un qui reste dedans. Mais non, il peut sortir, mais il peut rester dedans même après que les horloges se soient mises en place. Donc du coup, voilà, c'est un vrai sujet. On est en train de regarder cela de la même manière que on a dans le cadre de la vidéoprotection éventualisé dans les entrées-sorties pour pouvoir surveiller aussi, parce qu'on a eu des vols qui sont revenus, ça vient de manière... voilà, il y a des années, l'année dernière on n'a pas eu, et cette année on en a eu de nouveau, voilà, c'est un peu la difficulté, ça arrive sur ce genre de choses, c'est pas nouveau, je pense que M. Dubois, vous avez dû avoir ce genre d'événements dans la mandature précédente, heureusement c'est pas nombreux, c'est par période, ça vient, ça repart, et c'est vrai dans tous les cimetières, donc voilà. Voilà, les réponses, c'est que on va essayer probablement une expérimentation, on va discuter de ça avec la police municipale et les services et les élus pour voir si on peut trouver une solution satisfaisante. Mais c'est un sujet qui effectivement peut arriver. Quelqu'un de très motivé peut passer par-dessus un mur. Non, il faut être complètement clair sur le sujet. C'est-à-dire que si l'objectif c'est de faire quelque chose d'illégal, une porte ou un mur peuvent être assez limités comme moyen de blocage de quelqu'un qui veut faire ça. Donc il y a des radars plein partout en France, continue à y avoir beaucoup de gens qui font des excès de vitesse. Donc ça fait partie des sujets de l'espace, de la sécurité publique dans l'espace. Encore une fois, à part, je fais écho à ce qui a été dit tout à l'heure, mais vous semblez être sur cette veine-là et rechercher ce cas. À part mettre un gendarme derrière chacun des citoyens pour s'assurer qu'il respecte toutes les règles auxquelles il est censé se plier, voilà, il y aura toujours des personnes qui iront contrevenir à ça, et du coup, heureusement, c'est une très petite minorité, les gens qui contreviennent. Voilà. Quand on regarde les chiffres que l'on a eus au comité local de sécurité publique et de prévention de la délinquance avec la gendarmerie, on est parmi les chiffres les plus bas du département, et le département est parmi les chiffres les plus bas de la Bretagne, qui est même la région sur laquelle il y a le moins de délinquance. Donc voilà, ça fait partie des sujets, on en a, on essaye de les traiter. À chaque fois qu'il y a des choses qui apparaissent et que nous pouvons porter plainte, nous le faisons. Les dégradations dans les toilettes publiques, il y en a déjà eu plusieurs. Les dégradations, le vol à l'église, voilà. Et les deux églises sur le territoire ont été... voilà, les échanges ont eu lieu avec le père François sur ce sujet. Oui, on a fermé les toilettes publiques qui étaient ouvertes à côté de la mairie, puisqu'il y a eu des dégradations. Donc, il s'avère que la pression sur la petite délinquance est revenue un peu plus forte dans cette période qu'elle ne l'était l'année dernière. Et les deux questions de M. Poildemange. C'est une seule question, c'est de savoir si vous pouvez partager au conseil municipal le rapport sur l'état des collectivités et le rapport social unique. Alors, le rapport social unique de moi, on a une obligation, je ne suis pas sûr, on vérifiera, mais je pense que c'est le comité social territorial qui est celui qui est le lieu où on regarde ce sujet-là, mais on vérifiera. Et s'agissant sur le rapport sur les collectivités, on regardera ce qu'il en est, et puis on transmettra ce qui est transmissible, et uniquement ce qui est transmissible. Le prochain conseil municipal est donc le 16 septembre. Il sera question des scénarios d'aménagement du site de Célac, mais pas que. En attendant, pour ceux que je ne recroiserai pas, je vous souhaite un bel été. On va pouvoir, vu qu'il n'est pas très tard, vous proposer de boire le verre de la convivialité avant de se quitter. Et puis, le programme de l'été va pas tarder à sortir. Donc, il apparaîtra dans l'espace public assez rapidement. Voilà. Si certains d'entre vous sont disponibles
Il reste quelques postes de bénévoles, voilà. Voilà, donc si des membres, voilà, venez en mairie. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée à tout le monde.